Mon père a dit que j'avais jusqu'à minuit pour transférer mes économies, ou que je pouvais faire mes valises et partir. J'avais 26 ans et mon nom est Caitlin Parker. J'avais passé 8 ans à construire ce compte épargne dollar par dollar, en sautant les vacances, en réparant ma vieille voiture avec du ruban adhésif et de l'entêtement, en mangeant des déjeuners bon marché à mon bureau pendant que tout le monde commandait à emporter. Cet argent n'était pas un extra. C'était mon plan d'évasion. C'était la compte pour la vie que j'avais tranquillement construite hors du contrôle de ma famille. Mais à cette table de dîner, personne n'a demandé ce que cela signifiait pour moi. Ils ont seulement demandé à quelle vitesse je pouvais le donner pour le mariage de ma sœur. Ma mère m'a traité d'égoïste, de mauvaise sœur, de honte pour la famille. Mon frère m'a envoyé un texto de l'autre côté de la table, pauvre nul, paie et arrête de te la jouer importante. J'ai lu le message, levé les yeux et souri. Non pas parce que j'étais faible, non pas parce que j'avais accepté, mais parce qu'à l'intérieur de mon sac, sous mon cardigan plié, se trouvait une enveloppe scellée dont ils ignoraient totalement l'existence. Et ce qui se trouvait à l'intérieur de cette enveloppe était plus grand qu'un mariage, plus grand que leurs menaces, plus grand que tous les mensonges qu'ils avaient construits autour de mon silence. Avez-vous déjà eu l'impression d'être juste une banque mobile aux yeux de votre propre famille? Parce que ce soir-là, alors qu'ils attendaient que je pleure, que je supplie ou que je me rende, j'ai réalisé quelque chose de froid et de clair. Ils avaient passé des années à m'apprendre à disparaître. Mais ils m'avaient accidentellement formé à tout documenter. Avant de vous dire ce qu'il a dit ensuite, et ce qui s'est passé après que je sois parti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. J'ai grandi à Cedar Hollow, en Pennsylvanie, une ville de montagne où tout le monde connaissait votre nom de famille avant de connaître votre prénom. Mes parents, Gary et Marianne Parker, possédaient Parker Timber & Hall, une entreprise familiale qui a commencé comme un atelier de restauration de meubles et s'est lentement transformé en un lieu de mariage rustique attenant à une salle d'exposition remplie de tables faites à la main. D'arches en cèdre et de mensonges polis. Pour les étrangers, nous étions la famille américaine travailleuse qui avait construit quelque chose à partir de rien. Pour moi, nous étions une vitrine de magasin, belle depuis la rue, fissurée derrière l'étalage. Ma sœur cadette, Brooke Parker, était le visage de cette image parfaite. Elle était photogénique, riait fort, serrait les clients dans ses bras et savait comment faire en sorte que mes parents se sentent admirés. Mon frère, Tyler Parker, était le prince de la famille qui échouait vers le haut avec un grand sourire. Et moi, j'étais l'utile, la responsable, celle à qui on pouvait confier les factures, les acomptes, les contrats des fournisseurs, les dossiers fiscaux, les urgences de fin de soirée et tous les dégâts que personne ne voulait admettre. À 26 ans, je travaillais comme analyste de conformité dans une coopérative de crédit local, ce qui signifiait que je passais mes journées à examiner des transactions suspectes, des documents falsifiés, des irrégularités de prêts et des gens qui pensaient que les chiffres pouvaient se cacher pour toujours. C'était peut-être ça, l'ironie. Mon travail consistait à repérer exactement le genre de choses que ma famille me faisait subir. Les souvenirs ne sont pas revenus dans l'ordre. Ils sont revenus comme des coupures de papier pendant que je préparais cette enveloppe. Premier pli. J'avais 17 ans, j'ouvrais un courriel qui disait que j'avais gagné une bourse partielle pour un programme d'été en comptabilité à Boston. Je me souviens de mes mains qui tremblaient, non pas de peur, mais de possibilité. 2 jours plus tard, ma mère est tombée malade et mon père m'a dit que la famille passait avant tout. Je suis resté à la maison, j'ai géré les appels des fournisseurs, nettoyé la salle d'exposition, suivi les acomptes et regardé la place qui aurait pu être la mienne disparaître. Quand Brooke a remporté le titre de la plus charmante dans un concours de beauté local ce même été, mes parents ont organisé un dîner pour 20 personnes. Deuxième pli. J'avais 19 ans, je créai une feuille de calcul qui a empêché Parker Timber & Hall de perdre une commande importante de mobilier d'entreprise. Mon père a utilisé mon système de tarification, a décroché le contrat, puis a dit à une salle pleine de clients que Brooke avait un sens naturel des affaires. Elle a souri et a accepté les éloges pendant que je me tenais près de la machine à café, tenant des serviettes supplémentaires. Troisième pli. J'avais 22 ans, assise dans le bureau d'un thérapeute à 40 minutes de là parce que j'avais peur que quelqu'un à Cedar Hollow reconnaisse ma voiture. J'ai dit au thérapeute que j'étais tout le temps fatiguée, pas somnolente, fatiguée jusqu'aux os, fatiguée de mériter l'amour en résolvant des problèmes, fatiguée d'être louée seulement quand j'étais utile. Elle m'a demandé ce que je voulais.
J'ai fixé la boîte de mouchoirs et j'ai réalisé que je n'avais pas de réponse parce que j'avais passé toute ma vie à vouloir une permission. C'est là que j'ai commencé à économiser. Silencieusement, agressivement, secrètement. J'ai économisé pour mon propre cabinet de comptabilité, un petit bureau où les travailleurs locaux et les petites entreprises pourraient obtenir une aide financière honnête sans être intimidés ou humiliés. J'ai appelé le dossier Une nouvelle vie. Personne ne le savait, sauf ma meilleure amie Émilie Rode, une assistante juridique aux yeux perçants et au sens de la justice encore plus aiguisé. Émilie m'avait vu me diminuer pendant des années. Elle a été la première personne à dire, « Caitlin, être loyal envers les gens qui t'exploitent n'est pas une vertu. C'est une blessure. » Je ne l'ai pas cru au début. Je voulais être bonne. Les bonnes filles pardonnent. Les bonnes sœurs aident. Les bons membres de la famille se sacrifient. C'était le script que j'avais mémorisé. Mais ensuite, Brooke s'est fiancé et soudain, mes économies sont devenues une ressource familiale. Au début, c'était formulé comme une aide, puis une contribution, puis une obligation, puis une dette. Mon père a dit que le mariage attirerait l'attention sur Parker Timber and Hall parce que le fiancé de Brooke venait d'une famille immobilière respectée. Ma mère a dit qu'un beau mariage nous élèverait tous. Tyler a dit que j'étais ennuyeuse et dramatique de me soucier de l'argent. Brooke a dit qu'elle avait toujours rêvé d'un mariage qui ferait pleurer les gens en entrant. Personne n'a demandé si j'avais des rêves, moi aussi. Personne n'a demandé ce que j'avais déjà abandonné. Ils ont simplement supposé que la fille responsable ferait ce qu'elle avait toujours fait. Se plier jusqu'à ce que tout le monde soit à l'aise. Mais cette fois, chaque pli est devenu une preuve. Chaque souvenir est devenu une ligne dans une chronologie. Chaque insulte est devenue une confirmation. Et quand j'ai finalement ouvert mon compte à la coopérative de crédit un vendredi après-midi et que j'ai vu une demande de prêt que je n'avais jamais autorisée, la tristesse en moi ne s'est pas transformée en larmes. Elle s'est transformée en concentration. L'ultimatum n'est pas sorti de nulle part. Même si mon père a essayé de le faire passer pour une simple conversation de famille, cela a commencé lors du dîner du dimanche dans l'arrière-salle de Parker Timber and Hall, la pièce habituellement réservée aux dégustations de gâteaux et aux réunions de fournisseurs. Ma mère avait dressé la longue table de ferme comme si nous recevions des clients, et non comme si elle me coinçait. Le classeur de mariage de Brooke était posé à côté de la corbeille à pain, épais d'échantillons de tissus, de devis floraux et de notes manuscrites sur l'éclairage. Tyler était adossé à sa chaise, faisant défiler son téléphone, faisant semblant de ne pas écouter tout en écoutant tout. Mon père a attendu que le dessert soit servi avant de s'éclaircir la gorge et de dire, « Caitlin, nous devons discuter de ta contribution. » Je le savais déjà. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de la tarte aux pommes. Je vous ai dit que je pouvais aider à examiner les contrats des fournisseurs, ai-je dit prudemment. Je peux aussi aider à négocier les locations, mais je ne donne mes économies à personne. Le sourire de ma mère se crispa. Personne n'a dit donner. Nous avons dit contribuer. Vous avez demandé 42 000 $, ai-je dit. Ce n'est pas une contribution. C'est tout mon avenir. Brooke prit un air blessé, comme elle le faisait toujours quand quelqu'un posait une limite là où elle s'attendait à un tapis rouge. Ce n'est qu'un jour, dit-elle. C'est mon mariage. J'ai regardé son classeur. Exactement. Ton mariage. La paume de mon père frappa la table assez fort pour faire trembler les verres. Ne parle pas à ta sœur comme ça. Le silence se fit dans la pièce. Quelque part au-delà du mur, un membre de l'équipe testait les haut-parleurs dans la salle principale, et une chanson d'amour étouffée jouait à travers les parasites. Mon père se pencha en avant, sa voix basse et dangereuse. Cette famille t'a porté plus longtemps que tu ne le penses. Tu vis sous notre toit. Tu utilises notre nom. Tu profites de cette entreprise. Maintenant, c'est à ton tour de montrer ta gratitude. J'ai failli rire au mot gratitude. Je payais un loyer. Je m'occupais de leur compte après le travail chaque fois qu'ils étaient débordés. J'avais repéré des surfacturations de fournisseurs, corrigé des déclarations de revenus et nettoyé les erreurs de commande de Tyler plus de fois que je ne pouvais les compter. Mais la gratitude dans ma famille signifiait l'obéissance. Je suis reconnaissante pour ce qui était réel, ai-je dit. J'ai fini de payer pour ce qui était faux. Ma mère pressa une main sur sa poitrine comme si je l'avais giflé. Tu entends ça, Gary? Faux. Notre propre fille est assise ici à nous insulter 2 semaines avant le mariage de sa sœur.
Tyler a finalement levé les yeux et a eu un sourire narquois. Une seconde plus tard, mon téléphone a vibré sous la table. Son texto est apparu à l'écran. Pauvre nul, paie et arrête de te la jouer importante. Je l'ai fixé un moment, puis j'ai retourné mon téléphone. Quelque chose en moi est devenu calme. Mon père a dû prendre mon silence pour de la faiblesse car il a insisté davantage. Tu as jusqu'à minuit. Transfère l'argent ou déménage. Je n'aurai pas d'égoïsme dans ma maison pendant que ta sœur souffre. Souffre, ai-je répété. Brooke choisit entre des murs de champagne et un hôtel sculpté sur mesure. Ce n'est pas de la souffrance. Les yeux de Brooke se sont remplis de larmes de colère. Pourquoi me fais-tu toujours sentir coupable d'être aimé? Cette phrase aurait pu me briser autrefois. Ce soir-là, elle n'a fait que tout clarifier. Je ne te reproche pas d'être aimé, ai-je dit. Je vous reproche à tous d'appeler ça de l'amour quand cela exigeait que je disparaisse. Ma mère a craqué. Tu es une mauvaise sœur. Mon père a ajouté, et une mauvaise fille. Tyler a gloussé. Une fois que nous l'aurons mise dehors. J'ai mis la main dans mon sac et j'ai touché l'enveloppe. Je ne l'ai pas encore sortie. Pas entièrement. J'ai juste laissé le coin apparaître une demi-seconde, assez pour que les yeux de mon père tombent dessus. C'est drôle, ai-je dit doucement. J'allais dire la même chose à propos de vous tous. Ma mère fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis levé, j'ai rentré ma chaise et j'ai pris mon manteau. Cela veut dire que vous devriez faire attention à ce que vous exigez de quelqu'un qui sait où chaque reçu est enterré. Le visage de mon père a légèrement changé. Pas de la culpabilité. De la reconnaissance. De la peur. Peut-être si la peur portait un masque de cadre décontracté. Caitlin, dit-il soudainement plus bas. Assieds-toi. Mais je marchais déjà vers la porte. Derrière moi, Brooke s'est mise à pleurer en disant que je gâchais tout. Tyler m'a crié que je reviendrais en rampant. Ma mère a dit que je n'avais aucune idée de la cruauté de mes propos. J'ai ouvert la porte, senti l'air froid de la Pennsylvanie sur mon visage et souri pour la première fois honnêtement de toute la nuit. Il pensait que la dispute venait de commencer. Il n'avait aucune idée que j'avais déjà terminé la paperasse. Emily m'a trouvé assise dans ma voiture devant une pharmacie fermée 30 minutes plus tard. Je n'avais pas pleuré. Cela m'effrayait plus que de pleurer. Je tenais le volant à deux mains, fixant le reflet des lampadaires sur le pare-brise, ayant l'impression que ma vie s'était divisée en deux versions. La fille que j'avais été entraînée à être et la femme qui était sur le point de réduire cet entraînement en cendres. Emily a ouvert la portière passager, s'est glissée à l'intérieur et m'a tendu un café sans me demander si j'en voulais un. Raconte-moi tout, a-t-elle dit. Je lui ai parlé de l'ultimatum, du texto, de la façon dont le visage de mon père avait changé quand il a vu l'enveloppe. Quand j'ai eu fini, elle ne m'a pas réconforté avec des mots vides. Elle a sorti un bloc-notes de son sac. C'était tout Emily. Certaines personnes apportaient de la sympathie. Emily apportait de la structure. Commence par le début, a-t-elle dit. Pas émotionnellement, financièrement. Alors, nous l'avons fait. L'enveloppe n'a jamais été conçue comme une lettre de confession dramatique. J'en avais écrit une des mois auparavant, dans un moment de faiblesse où je croyais encore qu'être comprise me guérirait. Mais la compréhension n'était pas ce que ma famille craignait. La responsabilité, oui. La véritable enveloppe contenait des copies de relevés bancaires, de documents de prêt, de captures d'écran, de factures de fournisseurs, une déclaration notariée et un code QR imprimé menant à un dossier protégé par mot de passe. J'avais trouvé la première faille par accident au travail en examinant mon propre dossier de crédit pour une préapprobation. Une ligne de crédit personnel avait été ouverte à mon nom 18 mois plus tôt. L'adresse postale était celle de Parker Timber & Hall. Le numéro de contact autorisé était celui de ma mère. La signature ressemblait à la mienne si vous n'aviez vu mon écriture que sur des cartes d'anniversaire et non sur des documents légaux. Au début, j'ai pensé que c'était une erreur de déclaration. Puis j'ai retrouvé de vieux courriels, vérifié des relevés et trouvé des paiements effectués depuis un compte lié à l'entreprise familiale. Le prêt avait aidé à couvrir des dépenses opérationnelles, mais les dates correspondaient aux acomptes de mariage de Brooke, à la réparation du camion de Tyler et à un mystérieux retrait d'espèces après un projet d'expansion raté que mon père avait caché aux investisseurs locaux. Je voulais avoir tort.
J'ai passé 3 nuits à essayer de faire dire autre chose aux chiffres. Ils ont refusé. Les chiffres peuvent être cruels, mais ils ne flattent personne. Puis Émilie m'a aidé à demander les copies correctement. Elle savait quel formulaire remplir, quel langage utiliser, quelles agences contacter. Nous avons trouvé plus. Un certificat de dépôt que ma grand-mère m'avait laissé avait été encaissé prématurément grâce à des documents que ma mère avait soumis en tant que gestionnaire familial autorisé. Mon père avait utilisé mon nom comme garant sur une demande de crédit fournisseur à court terme. Brooke avait signé un contrat de mariage promettant un paiement final sur les réserves familiales et avait joint une capture d'écran du solde de mon compte d'épargne, qu'elle n'aurait jamais dû avoir. La capture d'écran provenait du téléphone de ma mère. Cette découverte m'a blessé d'une manière que les cris n'auraient jamais pu faire. Cela signifiait qu'ils ne m'avaient pas simplement mis sous pression. Ils avaient planifié autour de moi. Je n'étais pas une fille qui hésitait à aider. J'étais une garantie. Émilie et moi avons construit le dossier soigneusement. Nous l'avons appelé Chronologie Parker. Elle m'a dit de ne rien publier sans avis juridique, alors je ne l'ai pas fait. J'ai fait quelque chose de plus froid. J'ai préparé 3 versions. La version 1 était pour ma famille. L'enveloppe. La version 2 était pour le fiancé de Brooke, Nathan Wickham, parce qu'il méritait de savoir dans quelle tempête financière il se mariait avant que sa famille ne signe quoi que ce soit avec Parker Timber & Hall. La version 3 était programmée pour être livrée à une petite liste de personnes uniquement si mon père essayait de me forcer à partir, de voler plus d'argent ou de m'accuser publiquement. Cette liste incluait le service des fraudes de la coopérative de crédit, le greffier du comté, l'assureur de l'entreprise, 2 fournisseurs impayés et le père de Nathan, qui envisageait un partenariat avec mes parents pour transformer la salle en un centre d'événements de luxe. Le code QR à l'intérieur de l'enveloppe ne menait pas à des ragots. Il menait à des documents. Des documents propres, organisés, datés, étiquetés. Le genre qui ne crie pas, mais qui fait crier tout le monde. La nuit après l'ultimatum, j'ai emballé mes affaires essentielles et j'ai emménagé dans la chambre d'amis d'Émilie. Mon père a appelé 17 fois. Ma mère a envoyé des versets bibliques sur le pardon. Brooke a laissé des messages vocaux qui commençaient par des pleurs et se terminaient par des menaces. Tyler a publié un statut vague sur les personnes ingrates qui oublient qui les a nourries. J'ai aussi fait une capture d'écran de ça. 2 jours avant le mariage, je suis retourné à la maison pendant que tout le monde était à la salle pour la mise en place de la répétition. J'ai placé l'enveloppe contre la porte d'entrée où mon père la verrait en rentrant. À l'extérieur, j'ai écrit une seule phrase. Ouvre ceci avant de me demander un autre $. Puis je suis parti. Mes mains tremblaient, mais pas de doute. Du soulagement terrifiant de m'être enfin choisi. À 20h43 ce soir-là, mon téléphone s'est mis à vibrer sur le comptoir de la cuisine d'Émilie. J'étais assise à sa table, fixant un bol de soupe que je n'avais pas touché pendant qu'elle examinait une liste de contrôle à côté de moi. Le premier appel venait de ma mère, puis de mon père. Puis Brooke, puis Tyler, puis mon père à nouveau. Je n'ai pas répondu. Émilie a regardé l'écran et a dit, ils l'ont ouverte. Mon estomac s'est noué même si j'attendais exactement cela. C'est étrange comme la liberté peut encore ressembler à de la peur quand on a été puni toute sa vie pour l'avoir désiré. Un message vocal est apparu, puis un autre, puis un texto de mon père. Appelle-moi maintenant. Ne fais rien de stupide. Je n'avais encore rien envoyé à Nathan. C'était la beauté de l'enveloppe. Elle leur montrait ce qui se passerait s'ils continuaient à pousser. Elle leur donnait une chance de dire la vérité avant que la vérité ne quitte la maison sans eux. Mais les gens qui construisent leur vie sur le contrôle reconnaissent rarement la pitié quand elle vient avec une date limite. Tyler a texté, espèce de psychopathe. Papa dit que tu peux aller en prison pour ça. J'ai presque souri. En prison pour possession de documents portant mon propre nom. Pour m'être opposé à une dette falsifiée. Pour avoir refusé de financer un mariage construit sur une stabilité volée. Mon téléphone a de nouveau sonné, et cette fois Émilie a fait un signe de tête vers lui. Laisse-le aller à la messagerie vocale. Laisse-le parler. La voix de mon père est arrivée quelques minutes plus tard, tendue et haletante. Caitlin, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Ce sont des affaires familiales privées. Si tu envoies ça partout, tu vas nous détruire. Tu vas détruire le mariage de ta sœur. Tu vas détruire l'entreprise que ton grand-père a créée.
Il a fait une pause et quand il a repris la parole, la colère s'est fissurée en panique. S'il te plaît, on peut parler. Rentre à la maison. Voilà. Ping, je suis désolé. Ping, nous t'avons volé. Ping, nous avons falsifié ta signature. Rentre à la maison. Retourne dans la pièce où il savait comment me gérer. Le message vocal de ma mère est arrivé ensuite. Elle pleurait, mais pas le genre de pleurs doux qui demande le pardon. C'était le genre de pleurs vifs qui exige la reddition. Comment as-tu pu faire ça à ton père? Il s'est rendu malade au travail pour cette famille. Brooke étant en train de sangloter. La famille de Nathan ne doit pas savoir. Les gens vont mal comprendre. Tu prends toujours les choses si littéralement. Nous allions arranger ça. Allions. L'expression favorite des gens pris trop tard. Le message de Brooke était pire. Caitlin, si Nathan me quitte à cause de toi, je ne te le pardonnerai jamais. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse. Tu ne supportais pas que je sois heureuse pour une fois. Pour une fois. J'ai pensé à ses concours de beauté, sa voiture, sa dette payée discrètement, ses erreurs adoucies en stress, ses rêves financés par mon travail. L'ancienne Caitlin se serait sentie coupable. La nouvelle Caitlin a noté lors de l'appel. Puis est venu le rebondissement que je n'attendais pas. À 22h12, Nathan m'a appelé. J'ai fixé son nom jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête. Il a texté immédiatement après. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Brooke est hystérique et ton père a dit que tu les fais chanter. Est-ce que c'est vrai? J'ai montré à Emily. Elle a pris une longue inspiration. C'est ici que tu arrêtes de protéger tout le monde. Alors, j'ai envoyé un seul message à Nathan. J'ai des documents concernant mon nom, mon crédit et les paiements du mariage. Je suis disposé à te les envoyer directement. Je ne discuterai pas de cela par l'intermédiaire de mon père. Il a répondu en quelques secondes. Envoie-les. Mon pouce a plané au-dessus du fichier. C'était le dernier moment où j'ai failli m'arrêter. Non pas parce qu'il méritait d'être protégé, mais parce qu'une partie blessée de moi voulait encore une famille vers laquelle retourner. Puis je me suis souvenu d'avoir 17 ans, d'avoir renoncé à Boston. Je me suis souvenu d'avoir 19 ans, d'entendre Brooke être loué pour mon travail. Je me suis souvenu d'être assise en thérapie, incapable de nommer ce que je voulais. Je me suis souvenu de mon père disant que je pouvais partir si je ne payais pas. Et j'ai appuyé sur envoyer. À minuit, Nathan avait les documents. À minuit 19, mon père appelait si souvent qu'Emily a retourné mon téléphone. À minuit 31, Brooke a envoyé une seule phrase. Le mariage a lieu parce que je l'ai dit. Mais le lendemain matin, Cedar Hollow s'est réveillé avec des chuchotements. Les parents de Nathan avaient des questions. Les fournisseurs avaient des questions. L'officiant avait des questions. Et pour la première fois de ma vie, ma famille ne pouvait pas y répondre en me pointant du doigt et en me qualifiant de difficile. Je ne suis pas allé au mariage en tant qu'invité. J'y suis allé en tant que créancière de ma propre vie. Cela peut sembler froid, mais le froid était la seule raison pour laquelle j'étais encore debout. Emily m'a conduite à Parker Timber and Hall à 11h du matin, 2 heures avant la cérémonie. Le parking était déjà à moitié plein. Des rubans blancs pendaient à la clôture. Une arche en cèdre sculpté se tenait près de l'entrée. La même arche dont mon père s'était vanté qu'elle ferait du mariage de Brooke l'événement dont Cedar Hollow parlerait pendant des années. Il avait raison, mais pas de la manière qu'il imaginait. Je portais une robe bleu marine, des talons bas, et je n'avais pas de sac à main, à l'exception d'un mince dossier qu'Emily m'avait aidé à préparer. À l'intérieur se trouvaient des copies de mon projet de plainte à la police, des lettres de contestation de crédit et une demande de remboursement. Mon père m'a repéré près de l'entrée latérale et s'est précipité si vite qu'un des garçons d'honneur s'est écarté. Son visage semblait plus vieux qu'il y a 3 jours. « Tu dois partir », a-t-il sifflé. « Ou reste et souris, mais tu n'embarrasseras pas cette famille. »« Vous l'avez déjà fait », ai-je dit. Sa mâchoire s'est crispée. « Je t'avertis. »« Non », ai-je dit. « Vous négociez avec quelqu'un que vous ne pouvez plus menacer. » Ma mère est apparue derrière lui, pâle sous trop de maquillage. « Caitlin, s'il te plaît, pas aujourd'hui. » Cela m'a presque fait rire. Il n'y avait jamais eu de jour opportun pour ma douleur. Brooke est sortie dans une robe de chambre en satin,
ses cheveux épinglés, ses yeux gonflés de larmes. « Es-tu contente ?» a-t-elle demandé. Nathan ne me parle plus. Ses parents agissent comme si j'étais une sorte de criminel. Savais-tu pour la capture d'écran de mon compte d'épargne, ai-je demandé. Elle a détourné le regard. C'était ma réponse. Avant qu'elle ne puisse parler, Nathan est sorti de la salle principale dans son costume, tenant son téléphone. Son père le suivait avec 2 fournisseurs et une femme du bureau d'assurance du lieu que j'ai reconnu grâce à des fils de courriel. L'expression de mon père est passée de la rage au calcul. C'est un malentendu, a-t-il annoncé, utilisant soudainement sa voix publique. Un désaccord familial qui prend des proportions démesurées. Nathan a regardé Brooke. As-tu joint le solde du compte de Caitlin à notre devis de financement de mariage? Brooke s'est mise à pleurer. Je pensais que maman avait la permission. Ma mère a murmuré, Brooke. Tyler a traversé la porte latérale, le visage rouge et en colère. C'est de la folie. Tout le monde agit comme si Caitlin était une victime parce qu'elle a fait une feuille de calcul. Emily s'est avancée, calme comme une lame. En fait, elle a fait une chronologie et les documents montrent une utilisation non autorisée de son identité. Le mot identité a changé l'atmosphère. Les invités à proximité se sont retournés. Quelqu'un a arrêté d'arranger les fleurs. Mon père m'a attrapé le bras, pas assez fort pour me faire un bleu, mais assez fort pour me rappeler qui il avait toujours été en privé. J'ai baissé les yeux sur sa main, puis je l'ai regardé. Lâche-moi. Il l'a fait. Le père de Nathan, Charles Wickham, a ouvert le fichier QR sur sa tablette. Gary, dit-il lentement. Mon entreprise se préparait à co-signer un prêt d'expansion avec vous le mois prochain. Mon père déglutit. Charles, ce n'est pas l'endroit. Avez-vous utilisé le profil de crédit de votre fille pour couvrir des déficits de l'entreprise, a demandé Charles. La cour est devenue silencieuse. Ma mère s'est mise à sangloter. Brooke a murmuré le nom de Nathan, mais il s'est reculé d'elle. Je t'ai demandé hier soir s'il y avait autre chose, a-t-il dit. Tu m'as dit que Caitlin était instable. Ce mot a atterri plus durement que je ne l'avais prévu. Instable. Le dernier costume qu'ils avaient essayé de me faire porter. J'ai ouvert mon dossier et j'ai tendu à Nathan une copie de la chronologie. On m'a traité d'égoïste pour avoir refusé de payer pour ce mariage. On m'a dit de transférer mes économies ou de partir. Alors, je suis parti. Et j'ai emporté la vérité avec moi. Tyler a ricané, mais sa voix tremblait. Tu détruis notre famille. Je me suis tourné vers lui. Non. Je refuse d'être la fondation d'une maison construite pour m'écraser. C'est alors qu'un des fournisseurs a pris la parole. Gary, nos paiements finaux sont-ils garantis ou non? Une autre invitée a murmuré qu'elle avait réservé la salle pour la réception de sa fille. Quelqu'un d'autre a demandé si les acomptes étaient en sécurité. La panique s'est répandue dans la cour comme un feu dans des feuilles sèches. Mon père a essayé de rassembler les gens à l'intérieur, mais personne n'a bougé. Charles Wickham a fermé la tablette. Le mariage est reporté. Brooke a crié « non ». Nathan a retiré sa boutonnière et l'a posée sur une table voisine. Pas reporté, a-t-il dit doucement. Annulé. Brooke s'est effondrée sur une chaise, sanglotant si fort que son maquillage a coulé sur son visage. Ma mère s'est précipitée vers elle, puis m'a regardé avec une haine pure, comme si j'avais falsifié les signatures, comme si j'avais vidé les comptes, comme si j'avais construit le mensonge et les avais forcés à vivre dedans. Mon père a sorti son téléphone et m'a appelé alors qu'il se tenait à 3 mètres de distance. Peut-être parce qu'il voulait que la conversation soit enregistrée à sa manière. Peut-être parce que le contrôle était devenu un réflexe. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, puis j'ai répondu. Sa voix a tremblé à travers le haut-parleur et dans la cour en même temps. Caitlin, annule tout ça, s'il te plaît. Je t'en supplie. Dis-leur que c'était un malentendu. Tout le monde l'a entendu. La supplication, la peur, l'aveu caché derrière la demande. J'ai regardé l'arche en cèdre, les chaises blanches, l'entreprise familiale qui avait consumé mon enfance et tenté de consumer mon avenir. Puis j'ai dit, non. Un petit mot. Des années de silence se sont terminées à l'intérieur. Vous vouliez mes économies, ai-je poursuivi. Maintenant,
vous pouvez justifier chaque dollar que vous avez pris. J'ai raccroché. Derrière moi, la maison a éclaté en chaos avec des cris et des pleurs, exactement comme le refrain de ma vie l'avait promis. Mais je ne suis pas resté pour tout voir brûler. La vengeance ne consiste pas toujours à se tenir dans les flammes. Parfois, elle consiste à s'éloigner pendant que les personnes qui ont allumé l'allumette sentent enfin la chaleur. Que pensez-vous que la famille signifie vraiment quand le sang devient juste une autre excuse pour exploiter quelqu'un? Les conséquences officielles ont pris plus de temps que l'effondrement public, mais elles ont été plus lourdes. En une semaine, la famille de Nathan s'est retirée du partenariat d'expansion. Sans cet argent, Parker Timber & Hall ne pouvait pas couvrir plusieurs soldes de fournisseurs que mon père avait retardés. 2 couples ont annulé leurs réservations après avoir entendu que les acomptes auraient pu être mal gérés. Puis d'autres ont suivi. Cedar Hollow est une petite ville, et les petites villes n'ont pas besoin de journaux quand elles ont des allées de supermarchés, des parkings d'églises et des maires avec des groupes de discussion. Mon père a d'abord essayé de contrôler l'histoire. Il a dit aux gens que j'étais émotive. Puis ingrate, puis confuse. Mais les documents ont une façon de survivre aux adjectifs. La coopérative de crédit a ouvert une enquête pour fraude. J'ai déposé des plaintes pour vol d'identité et j'ai contesté la ligne de crédit non autorisée. Émilie m'a mise en contact avec un avocat qui ne souriait pas beaucoup, mais qui savait exactement où appuyer. Mes parents ont finalement accepté un plan de remboursement parce que l'alternative était pire. Bien pire. Le certificat de dépôt de ma grand-mère a dû être restitué avec des pénalités. Le prêt non autorisé a été retiré de mon profil de crédit après enquête. Parker Timber & Hall n'a pas fermé immédiatement, mais a changé. La salle d'exposition est restée ouverte 3 jours par semaine au lieu de 6. La salle d'événement a perdu de son éclat. Les gens ont cessé d'appeler mon père une réussite locale et ont commencé à le qualifier de compliqué, ce que les villes polies disent quand elles veulent dire déshonoré. Ma mère m'a envoyé un long courriel sur la façon dont la douleur pousse les gens à faire des choses désespérées. Elle n'a jamais utilisé le mot « désolé ». Brooke a quitté la maison 2 mois plus tard après que Nathan ait définitivement rompu les fiançailles. J'ai entendu dire qu'elle avait pris un poste de gestion de rendez-vous dans un cabinet dentaire à Harrisburg. Une partie de moi espérait que le travail lui apprendrait ce que les louanges n'avaient jamais fait. Tyler a cessé de publier sur la loyauté après qu'un de ses amis ait commenté « Le crédit de ta sœur n'a-t-il pas payé ton camion ?» Ce commentaire a disparu, mais pas avant que la moitié de la ville ne le voie. Quant à moi, je ne suis pas revenu. J'ai loué un petit bureau à l'étage au-dessus d'une boulangerie et j'ai ouvert Parker Ledger & Trust, un service de comptabilité et de coaching financier pour les travailleurs, les veuves. Les petits entrepreneurs et toute personne qui se sentait intimidée par l'argent parce que quelqu'un d'autre l'avait utilisé pour la contrôler. Mon premier bureau était d'occasion. Mon enseigne était simple. Ma paie était chère, mais elle était à moi. Il y a eu des nuits solitaires. Je ne prétendrai pas que la liberté était facile tous les jours. Parfois, l'idée de ma famille me manquait tellement que c'en était physique. Mais j'ai dû faire le deuil de la famille que j'aurais aimé avoir avant de pouvoir cesser de retourner vers la famille qui existait réellement. La thérapie a aidé. Émilie a aidé. Le travail a aidé. Surtout, la vérité a aidé. Pas le genre dramatique que les gens crient dans les films, mais le genre calme que l'on se répète quand la culpabilité frappe à la porte. Je n'ai pas détruit ma famille en exposant le mal. Le mal était déjà là. J'ai simplement arrêté de le décorer. La leçon que j'ai tirée de tout cela est simple, mais il m'a fallu 26 ans pour y croire. La famille n'est pas un endroit où vous devez vous sacrifier sans condition pour mériter l'amour. Le véritable amour n'exige pas que vous deveniez l'ombre de quelqu'un d'autre. Le véritable amour n'appelle pas le vol un malentendu, le favoritisme une tradition, ou le silence de la loyauté. Parfois, défendre la justice n'est pas cruel. Parfois, c'est le premier acte honnête de respect de soi que vous avez jamais été autorisé à choisir. Si vous avez déjà été la Caitlin de votre famille, la responsable, l'invisible, celle qui devait payer, pardonner, sourire et disparaître, je veux que vous sachiez ceci. Votre vie n'est pas un compte partagé pour des personnes qui refusent de vous valoriser. Vos rêves ne sont pas égoïstes parce que quelqu'un d'autre veut vos ressources. Vos limites ne sont pas une trahison. Elles sont la preuve que vous comprenez enfin votre propre valeur. Alors dites-moi, avez-vous déjà eu à choisir entre maintenir la paix et vous préserver ?
Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous car quelqu'un qui la lit pourrait réaliser qu'il n'est pas seul et peut-être que ce sera le premier pas vers sa propre liberté. Nous espérons que cette histoire fictive vous a apporté à la fois du drame et une perspective, recréée uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Nous espérons qu'elle vous rappelle qu'être déçu par quelqu'un ne vous rend pas stupide. Ce qui compte, c'est si vous apprenez, si vous vous protégez mieux et si vous refusez de répéter le même schéma.